Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et hier à l'Elysée, certains Européens ont parlé à certains Européens. Voilà, réunion effectivement organisée à l'initiative du président de la République, bien sûr, et il y avait en fait un aréopage intéressant de chefs d'État, de premiers ministres, etc. Ils étaient 8 sur les 27 de l'Union européenne, donc je rappelle rapidement le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Keir Starmer, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, le premier ministre polonais Donald Tusk et ses homologues espagnols Pedro Sanchez, Dick Schoof le néerlandais et Mette Frederiksen la danoise. En plus, le président du Conseil européen Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte qui ont aussi pris part à la discussion. Il en est sorti quoi? Écoutez, grosse discussion, pas de communiqué, mais voilà. Et puis beaucoup, effectivement, de divergences entre ceux qui disent « Oui, nous sommes prêts à envoyer des troupes, attention, pour maintenir la paix, si armistice il y a. » C'est le cas de Keir Starmer et d'Emmanuel Macron, éventuellement. Olaf Scholz est beaucoup plus réservé. Donald Tusk aussi. Meloni, c'était vraiment pas du tout al dente. Et enfin, voilà. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Et pendant ce temps, ça y est, le même jour, pratiquement, en tout cas hier soir et aujourd'hui, ça y est, les contacts russo-américains ont repris. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a rencontré Marco Rubio et ses équipes, le secrétaire d'État, donc Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères des USA. Et c'est parti. Alors l'Europe dit, alors on va être dans le coup, on ne va pas être dans le coup. Qu'est-ce qui se passe puisque, en principe, d'ici quelques jours, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en principe également en Arabie Saoudite, comme par hasard, qui devient le pays de la médiation. Colonel Jacques Augard, bonjour. Bonjour André Berkov, merci de votre invitation. Mais merci à vous d'être là. Écoutez, vous êtes consultant géopolitique et je rappelle auteur de La guerre en Ukraine. On avait parlé avec vous aux éditions Hugo Doc, La guerre en Ukraine. Oui. Alors, que vous inspire, face à ce qu'on sait depuis quelques jours, Trump a parlé à Poutine longuement, 1h30, il a fait un long communiqué là-dessus. Il se retrouve dans, on pense, quelques jours en tout cas, et pour le moment déjà Russes et Américains travaillent. Et nous, ici, à l'initiative du président, organisation de cette mini-conférence au sommet à l'Élysée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Colonel Augard ? Écoutez, moi, ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est que d'abord, la guerre va se terminer, je pense, en Ukraine. Ouais. Il va y avoir une paix, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Et cette paix, elle va être déterminée par deux personnages majeurs. Vladimir Poutine, qui est un chef d'État aguerri, et Donald Trump, qui a quand même une expérience de président qui remonte à 4 ans en arrière, mais qui est aussi un entrepreneur aguerri. Donc je pense deux hommes de taille certaine, de caractère certain, et je pense qu'un accord va être trouvé entre eux. Alors, la deuxième réflexion, c'est qu'évidemment, l'Europe et même l'OTAN, puisque vous avez rappelé avec raison qu'à cette mini-réunion hier soir, où il y avait, je crois, 6 pays sur 27, non pas 8, parce qu'en fait, il ne faut pas compter l'Union européenne et l'OTAN comme... Oui, c'est vrai. Mais il y avait 8 représentants, en tout cas, dont Ursula von der Leyen, la fameuse, et la fameuse, oui. Et puis Mark Rutte, qui a remplacé Jens Stoltenberg comme secrétaire général de l'OTAN. Oui. Et ces gens, à mon avis, cette réunion traduit en fait la panique qui s'est emparée d'eux. On est hors jeu, et qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais on est hors jeu, il faut le rappeler pourquoi. On est hors jeu parce que finalement, dès le début de cette guerre, on a pris parti pour un des belligérants, et le belligérant en question, malgré le puissantissime soutien de l'OTAN, de l'Amérique, de Biden
nuance importante, et de l'Union européenne, ce pays est maintenant exsangue et a perdu la guerre. La guerre est perdue en Ukraine. Alors on le voyait. Et pourtant, excusez-moi, colonel Hogar, et pourtant, nombre de médias, je parle pour la France, mais ailleurs, continuent de dire encore aujourd'hui, alors nous parlons, mais non, ce n'est pas joué. L'Ukraine peut encore gagner la guerre, même s'ils sont pas très nombreux, mais il y en a encore. C'est-à-dire que, comment vous expliquez quand même que pendant 2 ans, le métaverse a joué avec cette puissance? Mais non, c'est fini. Poutine est fini. Enfin, on ne peut pas revenir sur le cancer et tout le reste. Comment il se fait qu'encore aujourd'hui, vous avez des gens qui font comme si, mais non, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai? Alors moi je pense que c'est 2 choses, c'est le déni du désespoir. On a perdu, et alors on s'est trompé sur toute la ligne, et d'autres nous l'avaient dit d'ailleurs que nous nous trompions au fur et à mesure, mais nous ne voulons pas l'entendre. Donc c'est le déni du désespoir, c'est l'aveuglement absolu. Et puis, pourquoi cette attitude, en particulier des médias qui ont relayé tout ça pendant 2 ans et demi? C'est l'idéologie qui refuse le réalisme et le pragmatisme. Donc, on a aujourd'hui un Poutine qui est un pragmatique, un Trump qui est un pragmatique, et ils vont s'entendre parce que ce sont des pragmatiques, même s'ils ont des intérêts éventuellement divergents. Mais de l'autre côté, vous avez une bande d'idéologues aveuglés, aux abois, perdus, parce que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont perdu, et alors ils cherchent absolument à trouver des... Le pire, c'est Keir Starmer, le premier ministre britannique, qui lui parle d'envoyer des troupes tout de suite. Enfin, pourquoi faire? Pour faire tuer des Britanniques. Moi, j'ai de l'estime pour les soldats britanniques. J'ai fait quelques stages chez les Royal Marines dans le temps. Je les ai pratiqués sur le terrain, où ils peuvent être un peu perfides, du style perfide Albion, c'est vrai, mais ce sont des soldats. Je ne vois pas l'intérêt d'aller les faire tuer dans un conflit qui est perdu, et tout le monde le sait, en particulier les chefs militaires. Ouais. Alors justement, de ce point de vue-là, que cherchait quand même Emmanuel Macron? Bon, prendre l'initiative, très bien, mais c'est quoi? Est-ce qu'à votre avis, l'Europe cherche quand même un strapontin pour assister au moins, je ne dirais pas en coulisses, mais à un coin de la table, comme quand vous vous rappelez, Poutine avait reçu Emmanuel Macron au bout d'une table de 10 mètres. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est de figurer quand même là? Parce que ils ont dit non, on va pas envoyer des troupes, Keir Starmer ou même Emmanuel Macron, mais c'est pour assurer la paix, alors que les Américains parlent déjà de soldats chinois ou voilà. À votre avis, c'était quoi le but? C'était de faire du bruit? Le but, c'était essayer de faire du buzz, parce qu'on est dans une politique spectacle. Malheureusement, en France et dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est vraiment une politique spectacle. Mais je pense qu'il y a la volonté aussi d'essayer, mais à mon avis, et ce ne sont pas eux qui détiennent la clé de tout ça, évidemment, essayer d'éviter une capitulation, ou ce qui revient à être une capitulation de M. Zelensky en Ukraine, et essayer de masquer ça par une espèce de grande messe de négociation. Voilà, mais nous ne sommes meneurs de rien. Il faut pas oublier que pendant plusieurs années, autrefois, quand M. Trump faisait son premier mandat, il a été quand même passablement dénigré, voire insulté par tous ces responsables ouest-européens, qui maintenant aujourd'hui le voient revenir avec terreur, en fait, depuis le 20 janvier. Bon, il n'a pas envie de leur faire de cadeaux, et c'est normal. Je me mets à sa place. Le contrat de confiance est rompu. Et l'autre, vous avez un Poutine qui est copieusement insulté, dénigré, lui aussi depuis, alors traité carrément de Hitler, etc. Oui, enfin, absolument, traité de nazi, de Hitler, etc., même si on n'est pas à une incohérence près. Mais ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et maintenant, il faudrait qu'il accepte de négocier avec ces gens qui ne représentent pas grand-chose à ses yeux, qui l'ont trahi plusieurs fois et pour lesquels il a un immense mépris. Voilà. Alors donc, c'est très intéressant, Jacques Hogar, parce que oui, en fait, c'est intéressant, vous parlez de Zelensky. Vladimir Poutine vient de dire qu'il est prêt à négocier avec son homologue ukrainien Zelensky, si nécessaire, à assurer le Kremlin aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, dans le cadre juridique des accords, doit être discuté, bien sûr. Alors
alors que c'est Zelensky qui disait jamais je ne négocierai avec Poutine. Il a changé d'avis depuis, hein, mais c'est intéressant. Bien sûr. Je dirais que le plus réaliste de la bande, si vous voulez, c'est Zelensky, parce que Zelensky, il est au courant du désastre absolu que représente cette guerre. Pour son armée, qui est exsangue, pour la jeunesse ukrainienne, qui est exsangue, ou qui a fui à l'étranger, hein, pour un grand nombre parmi elles. Donc, il est confronté à une situation désespérée. Il n'est plus le président élu. Ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'on va lui imposer une élection libre et transparente en Ukraine, et il sera battu. Alors vous me direz, il aura mis assez d'argent de côté pour aller se refaire une vie dorée sur la Riviera ou ailleurs. Quelle gloire. Mais quelle gloire, voilà. Et en réalité, Zelensky est un homme fini, et il le sait très bien. Alors il va essayer peut-être de négocier son départ dans des conditions acceptables pour lui et pour son clan. Mais je pense que l'Ukraine de Zelensky ne sera pas évidemment l'Ukraine de demain. C'est clair que ce ne sera pas effectivement le même territoire, tout à fait. Et donc tout se joue effectivement entre Poutine et Trump, avec l'Europe comme spectatrice. Mais je voudrais vous faire réagir, collègue Jacques Hoggard, sur ce que vient de dire notre Premier ministre François Bayrou. Il y a eu une réunion sur l'Ukraine qui se tenait à Marignan, et il a dit ceci hier, selon une information de BFM TV. Écoutez, voilà ce qu'il a dit, François Bayrou. Pour la première fois depuis 1945, la guerre peut arriver sur le sol européen autour de nous. On est dans un contexte des années 30. Attention, les années 30, avec des icebergs qui arrivent face à nous, et la réunion de Paris-Élysée n'a pas permis de les éloigner. Et il ajoute, on assiste à une alliance inenvisageable de Poutine et Trump qui marginalise l'Europe sur son propre sol. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais moi je dis que M. Bayrou est prisonnier de son idéologie, et en même temps qu'il fait un constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe s'est totalement déconsidérée, a perdu tout crédit. L'Union européenne, en fait, est, pour moi, à mes yeux, en tout cas, le mal absolu. C'est celle qui nous a entraînés dans cette affaire. Et la France, qui aurait dû avoir une position indépendante et souveraine, s'est ralliée, d'ailleurs progressivement, pas tout de suite, hein, si vous vous rappelez bien les choses, à cette position, qui était elle-même alignée sur la position américaine, la position, on va dire, en surface, la position démocrate du clan Biden, qui était en fait le clan Obama, le clan Clinton avant, etc. Mais qui reflète aussi l'absolue obéissance à l'État profond américain. Celui-là même que Donald Trump a entrepris de démanteler. On le voit avec ce qui vient de se passer pour USAID. Tout à fait, on va en parler d'ailleurs de cela. Jacques Hoggard, juste un mot. Mais Bayrou dit autre chose aussi, et il n'est pas le seul. Il dit, mais attendez, même Zelensky l'a dit et d'autres, attendez, si Poutine gagne dans cette affaire où on le laisse gagner, eh ben il va s'en prendre à l'Europe. Il dit ça, la guerre peut arriver sur le sol européen, certes, ça se passe sur le sol européen. Autour de nous, les bruits de bottes qu'on entend, attention la France, attention l'Angleterre, attention la Pologne, les Russes arrivent. Alors c'est le syndrome que vous évoquiez tout à l'heure. On assimile Poutine à Hitler et à sa volonté immense de conquête de territoire, etc. Je peux vous dire que c'est absolument pas le cas à mes yeux. Je pense que Poutine voulait régler le problème de cette Ukraine otanisée depuis les années 2000, mais très fortement à partir de la révolution orange de 2004 et puis 2014, la prise du pouvoir, le putsch de Maïdan, si on peut dire. Et je pense qu'à partir de là, Poutine n'avait pas d'autre choix à un moment donné que de sortir les griffes. Mais l'ours russe veut une Ukraine paisible et prospère, mais neutre. C'est ça. C'est son glacis protecteur, si je puis dire. Donc on a arraché l'Ukraine, qui est en fait la petite sœur de la Russie. On l'a arraché à l'influence russe, peut-être. En tout cas, la partie ouest, définitivement, probablement. Mais on va redessiner des frontières. Et il est évident que la nouvelle Ukraine, le reliquat d'Ukraine qui va rester, je rappelle que l'Ukraine n'a existé que 3 fois en tant qu'État dans son histoire. Et la plus longue est la période qui vient de s'écouler depuis la chute de l'Union soviétique. Depuis 91, cette Ukraine-là, il n'acceptera pas qu'elle soit dans l'OTAN. Et Trump l'a parfaitement compris, puisque Trump l'a mis sur la table tout de suite. Et ça ne veut pas dire
que M. Poutine s'apprête à envahir le reste de l'Europe. Oui, c'est ça, vous n'y croyez pas à ça, vous ne croyez pas du tout à une invasion. Ouais. Mais il a un énorme territoire qui ne demande qu'à être mis en valeur et à développer ses richesses à partir du moment où il est en paix et où justement il est maintenant adossé à un autre ensemble de notre faute, qui sont les BRICS. Il aurait pu être le partenaire européen parfait puisqu'il est européen. Et on l'a repoussé à longueur de gaffe avec mépris pendant tant d'années que maintenant, voilà, on en est à cette situation. Et les dirigeants européens, ouest-européens, sont d'une mauvaise foi colossale. Ils l'ont poussé dans les bras de la Chine et dans les bras et dans la création du BRICS. Merci, colonel Jacques Hogar. On continuera à en parler, bien sûr, avec vous. Je rappelle votre livre, La guerre en Ukraine, aux éditions Hugo Doc.